Bienvenue pour la deuxième partie du résumé sur la matière entendue et lue dans le cadre du cours d'éthique et politique du groupe 3 de la saison hiver 2020 au Collège allemand avec François Privé. Un autre auteur, on a terminé la dernière résumé avec Emmanuel Kant, un autre auteur qu'on a vu tôt dans la session pour commencer à faire les vigies médiatiques en ayant quelques auteurs comme source d'éclairage, c'est John Stuart Mill qui nous présentait l'utilitarisme. Vous vous souvenez que le résumé très bref qu'on a donné de la pensée de John Stuart Mill, c'était de souligner que pour John Stuart Mill, la moralité d'une action se vérifie en mesurant la quantité de plaisir qui est généré par l'action, puis la quantité de douleur qui est empêchée par cette même action. Ce critère moral-là, qui consiste à maximiser le plaisir et minimiser la douleur chez toutes les personnes qui vont être touchées par les conséquences de nos actions, ça a été le résumé super bref qu'on a utilisé dans le cadre du cours en parlant de John Stuart Mill puis de l'utilitarisme. On aurait pu en dire beaucoup plus. On n'a pas eu d'exposé oraux justement pour ces auteurs-là, pour en dire plus. Fait que pour l'instant, on va se contenter de ce petit résumé-là. Du côté d'Henri David Thoreau, on n'a pas eu non plus d'exposé oral, mais je vous avais quand même raconté ce qui faisait le cœur de deux des œuvres d'Henri David Thoreau. Je vous avais raconté un peu ce que Henri David Thoreau avait écrit dans son livre La désobéissance civile. Vous vous souvenez qu'Henri David Thoreau avait refusé de payer ses taxes parce que les États-Unis étaient en guerre contre le Mexique, en guerre contre les Autochtones, puis qu'on y pratiquait l'esclavage. C'était des raisons qui fâchaient suffisamment Henri David Thoreau pour qu'il décide de ne pas donner son argent à un gouvernement qui fait ce genre de choses-là. C'est qu'il a fini par être rattrapé puis mis en prison sur cette base-là. Il n'a pas fait longtemps de prison, il était là une nuit. Mais il était fier, pendant qu'il était en prison, d'avoir désobéi à la loi. Puis il l'a expliqué dans un livre d'une trentaine de pages, un petit livre qui est devenu un grand classique de la philosophie. C'est un petit livre sur la désobéissance civile, dans lequel Thoreau explique que lorsqu'on constate qu'une loi est injuste, c'est notre devoir de citoyen de désobéir à cette loi-là, d'y désobéir, mais pas d'y désobéir secrètement, d'y désobéir ouvertement, publiquement, en acceptant d'avance de recevoir les punitions qui sont liées à notre désobéissance, de manière à ce que nos contemporains voient la punition qu'on reçoit, puis qu'ils puissent réfléchir à l'injustice de la loi qu'on est en train d'énoncer, qu'ils puissent se joindre à notre désobéissance éventuelle, puis qu'ils puissent faire changer démocratiquement la loi dont on fait la dénonciation par notre désobéissance civile. Cette idée-là, elle a été adoptée par beaucoup de réformateurs sociaux importants. On pourrait en citer plein, mais dans le cadre du cours, on a parlé un petit peu de Gandhi. Gandhi qui a réussi à libérer l'Inde de l'Empire britannique en faisant notamment usage de désobéissance civile pacifique. Vous voyez que ce n'est pas un tout petit détail, c'est un outil important, la désobéissance civile. Puis ça existe encore aujourd'hui, puis il y a des gens qui la pratiquent encore aujourd'hui pour dénoncer, par exemple, l'inaction des États face au changement climatique, puis plein d'autres causes sur plusieurs fronts. Donc, c'est ce qui explique la désobéissance civile de Henri David Thoreau. L'autre détail principal dont on se souvient quand on parle de Henri David Thoreau, on se souvient d'une expérience qu'il a menée à Walden Pond, une expérience qui consistait à partir vivre dans la forêt et à cultiver lui-même sa propre nourriture en vivant dans une maison qu'il avait construite lui-même, le tout pour dénoncer la surconsommation qui était déjà visible au 19e siècle aux États-Unis. Imaginez si Henri David Thoreau au 19e siècle trouvait que ça avait plus d'allure, comment que les gens surconsommaient. Imaginez ce qu'il dirait au 21e siècle. Pour dénoncer la société de surconsommation dans laquelle il baigne, puis pour chercher un chemin vers une vie plus libre, puis plus vraie, Henri David Thoreau s'en va sur les terres de Ralph Waldo Emerson, un ami à lui, puis avec sa permission, il se construit une petite cabane le long d'un étang, près d'un étang qui s'appelle Walden Pond. Puis cette maison-là, plus tard, va être utilisée par des esclaves en fuite des États du Sud
pendant leur parcours vers le nord. Elle va devenir un lieu de pèlerinage pour les gens qui ont du respect pour la vie simple qui était proposée dans Walden ou La vie dans les bois de Henri-David Thoreau. C'est un livre qui est le fun à écouter en audiobook, qui est disponible sur Internet. Walden ou La vie dans les bois. Vous allez le trouver facilement. Une belle écoute. Puis ce qu'il raconte à propos des maisons se trouve à la 54e minute du document audio, si jamais vous le cherchez. C'est bien intéressant. Fait que désobéissance civile, vie simple et autonome, c'est un peu ça qui résume la pensée d'Henri-David Thoreau. C'est des idées qui vont être prises par Gandhi, notamment, mais plein d'autres auteurs aussi. Je veux dire, quand Rosa Parks refuse de se déplacer dans un autobus, elle fait de la désobéissance civile, ça secoue les États-Unis, puis on va avoir un mouvement des droits civiques qui va s'enflammer autour de cet outil-là qui est la désobéissance civile. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui en pratiquent pour, par exemple, bloquer les valves des pipelines pour dénoncer l'exploitation du pétrole qui est en train de ruiner notre atmosphère. Bien, ces gestes-là sont illégaux, mais il y a des gens qui les posent quand même au nom du bien commun, puis qui acceptent d'être emprisonnés au nom du bien commun, puis ça nous force à réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. John Rawls, qu'on a présenté aussi en version très succincte dans le cadre du cours, nous parle de justice, il nous parle aussi du voile d'ignorance. Qu'est-ce qu'il raconte John Rawls? John Rawls, il essaie de trouver comment on devrait construire nos États contemporains, comment on devrait choisir les services qui sont donnés aux citoyens dans nos États. Le dilemme entre les communistes qui voudraient qu'on soit propriétaire collectivement de tous les moyens de production, puis les capitalistes qui disent qu'au nom de la vivacité économique, il ne faut pas qu'on soit collectivement propriétaire des moyens de production, puis il faut que les gens soient parfaitement libres de se faire concurrence les uns aux autres. Ce débat-là existe déjà à l'époque où John Rawls commence à écrire, puis il décide, lui, d'essayer de préserver un peu la chèvre et le chou en proposant un principe de justice qui nous permet de garder la liberté, mais sans sacrifier complètement l'espèce de fraternité qu'on pourrait avoir avec nos contemporains. Lui, ce qu'il propose, c'est pas d'aller dans la direction d'une société où il n'y a aucune inégalité, parce que si on va dans la direction d'une société où il n'y a aucune inégalité, ça va vouloir dire qu'il faut qu'on prive les gens de leur liberté. Parce que dès le moment où on les laisse utiliser leur liberté, il pourrait y en avoir qui se créent un mode de vie plus opulent que les autres. Donc, l'égalité absolue nécessite l'absence de liberté, puis ça, John Rawls ne veut pas aller dans cette direction-là. Ce qu'il propose, c'est de maintenir la liberté des gens, puis en sachant que ça va créer des inégalités. Puis ce qu'il va dire, c'est que certaines des inégalités qui vont apparaître dans notre société sont des inégalités justes, puis il ne faut pas les rejeter toutes du revers de la main, les inégalités.